Joel Embiid donc a enchaîné 2 performances de choix. Le pivot camerounais qui vient de marquer 59 points hier face au Utah Jazz. Et il fallait ça pour Philly pour s'imposer face au leader de la conférence Ouest. 59 points, mais pas que 59 points. Attends, je vais vous retrouver ces stats parce qu'elles sont incroyables. Joel Embiid enchaîne des performances puisque sur le match d'avant contre les Hawks, il a marqué 42 points. Ça fait plus de 100 points en 2 matchs. Pas trop mal pour le grand. Il a été élu joueur de la semaine, si je dis pas de bêtises, après cette semaine. Je regarde en même temps. Tac, je reçois un message. Attends, fais voir. 59 points, 11 rebonds. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Regarde les stats sur la semaine. 40 points, 11 rebonds, 5 passes de moyenne avec des super pourcentages, sauf à 3 points. Il n'est qu'à 16%. Il a ajouté des passes D, il a ajouté des contres. La domination de Joel Embiid contre le Jazz, Erwan, franchement, c'est un truc de ouf. Alors, il y a plein de lectures. On a pu voir... On parlait de technique souvent avec Kevin sur les pivots. Là, on a quand même ce qui se fait techniquement. On le compare souvent à Joel Embiid dans leur lutte pour avoir le MVP. C'est pas la même technique pour moi, mais il n'empêche que la... Jokic, tu veux dire? Jokic, je dis Ah oui. quoi. Joel Embiid... N'importe quoi. Donc Jokic, c'est pas pour moi... on les compare tous les deux parce que comme les 2 meilleurs pivots de la ligue, ils maîtrisent leur technique. Mais je trouve que la technique Joel Embiid est complètement différente de celle du Serbe. Mais il n'empêche qu'il est dans une maîtrise, dans une... Il arrive à faire des choses. On parle beaucoup de Victor Wembanyama en ce moment, mais honnêtement, Embiid, ce qu'il était en train de faire, le registre qu'il est capable d'avoir sur du post-up, de destruction, sur du mid-range, de toucher d'adresse, sur des tirs extérieurs, sur du drive, sur de la passe. On a vu de la passe aussi, parce que quand il sur la lecture des prises à 2, comme il a évolué, où il force beaucoup moins, on le voyait des fois faire des passages en force dès qu'il était un peu chaud, on venait trapper, il s'empalait dans les mecs, il réclamait des fautes, là, boum, tu viens trapper à 2, boum, à l'opposé ou sur la coupe, et hop, il sanctionne. Là, sur cette semaine-là, j'étais inquiet, pour moi, j'en ai fait mon MVP, et j'étais inquiet un petit peu de le voir, de voir son début de saison, et celui des Sixers de manière générale. Lui est exceptionnel. Et on va parler après aussi des Sixers, mais pour moi, il cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, vraiment. Il est trop fort, Joel Embiid. Je sais qu'on sait que tu l'adores, toi, Kevin, puisqu'il est dans ton registre. Donc la férocité, notamment. Clairement, c'est... Il me rappelle encore une fois, c'est bien parce il y a un mélange de nouveaux big men et d'anciens, en fait. Quand tu vois les gros à l'époque de Shaq, il est impressionnant, il domine. Il a le toucher, il s'est fait il les met d'un peu partout, mais il shoot à 3, il fait des passes, il met des contres, il est présent, donc il est aussi présent là. Maintenant, moi j'ai une question pour vous, j'aurais aimé savoir votre avis dessus. Est-ce que le small ball n'avantage pas un mec comme ça quand je vois que par exemple Kelly le garde toute la soirée? Faut savoir faire ce qu'il fait aussi. C'est que moi, oui, un mec comme ça, avec ce physique-là, ce corps-là, mais qui est capable, lui, quelque part, parce que moi, quand je vois qu'il défend sur les Kessler, les Olynyk ou les Markkanen, il arrive à les prendre de vitesse sur du 1 contre 1, bugne à bugne, sur des postes de 4 fuyants, voire poste 3. Donc, évidemment que quand tu joues small ball contre un mec comme ça, tu te fais détruire, parce que lui, il va les punir à l'intérieur, au mid-range et au large. Bon, là, effectivement, oui, là, je te rejoins complètement. Le small ball, après, ils n'avaient pas grand-chose à envoyer, malheureusement, le Jazz là-dessus, qui a fait, encore une fois, un grand match de basket. Mais là, honnêtement, c'est un mec comme ça, de toute façon, j'ai l'impression qu'un bid de small ball ou basket normal, ce que tu veux aujourd'hui, il est inarrêtable quand il est bien lui. Ouais. Maintenant, quand il est dedans, c'est clair qu'il est... non, mais moi, en fait, le truc, c'est que le small ball, est-ce qu'il avantage le type de joueur comme Embiid? Non. Parce que dans toute l'histoire de la NBA, les grands ont dominé, les grands très forts ont dominé. Que ce soit sur des paces rapides, que ce soit dans les années 2000, sur des moments où il y avait beaucoup moins de courses, qui dominait? Les grands, c'est le seul truc dans notre sport où on peut rien dire. Un grand qui est super fort, franchement, tu peux rien faire. Alors, tu peux le prendre à 2, tu peux le prendre à 3, mais après, ça dépend à quel niveau il est. Là, en ce moment, l'autre, il est légendaire. Donc, il enchaîne passe D, tes jeux, machin, lancer franc, le nombre de lancers francs qui provoque, parce que tu peux pas l'arrêter, donc tu es obligé de faire faute. J'ai envie de te dire que le small ball l'avantage. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il l'avantage pas, parce qu'il est pas champion non plus, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez qu'un mec comme Kelly Olynyk, c'est quand même... il ne va jamais l'arrêter. Non, c'est clair. C'est pas faute d'essayer. Dans le sens... c'est ça, en fait, mais il va jamais l'arrêter. Tu vois, même quand tu dis qu'un mec du calibre à Rudy est capable d'en prendre 40, c'est sûr qu'il ne va jamais l'arrêter, en fait. Donc, ça m'étonne même qu'il en ait pas collé 70.
Non, mais, Mais, ce qu'il fait dans le quatrième quart-temps, s'il avait fait 4 quart-temps comme le quatrième, il aurait mis 100 points, sans aucun doute, parce qu'il est incroyable. Ouais. Après, tu vois, le Jazz, c'est pas une défense cata, hein. C'est une défense collective, une défense intelligente. Kelly Olynyk, évidemment, lui rend des centimètres et du poids, bien sûr, mais c'est un gars intelligent, tu peux faire les prises à deux et tout. Là, c'est juste, ça l'a pas embêté. Moi, ma théorie, c'est que les très grands joueurs, et Joel Embiid, avec son talent, est un très grand joueur, dans un bon soir, bon bah. Ouais, mais là, sur le mid, là, quand Là, il est... il s'est fait démonter, Quand- quoi. quand Qu'est-ce que tu veux faire? on parle de domination, de férocité, mais sur le post-up, ils ont graillé, mais... Bon, ils ont graillé comme toutes les défenses graillent tous les soirs contre Embiid. Mais moi, c'est sur le mid-range, Ouais. quand il commence à aller à prendre ses tirs, là, sur la gauche, tac, là, tu sais que tu vas passer... Que ta soirée, ça va être un enfer, en fait. Moi, alors, à 3 points, il a quelques excès, il peut en mettre, mais moi, quand il est sur le 3, 4, 5 mètres, là, dans ces zones-là, et qu'il trouve la distance, ben là, le quatrième quart-temps face au Jazz, mais c'est un clinique, c'est Michael Jordan, en fait. Tu vois, il est dans un registre jordanesque, Kevin Durant, Kobe, quoi. C'est incroyable. Mais là, les mecs, après, il est plus grand, plus haut, plus vite que les mecs, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Merci, circuler, quoi. Bah après, tu vois, Clint Capella, sur le papier, il a un meilleur physique pour s'opposer. On est d'accord. Dans le match avant, il fait 14 et 15, Clint. Il fait un bon match. D'ailleurs, il est très bon en ce moment, Clint Capella. Bah voilà, il prend 42, parce que l'autre, il est juste trop fort, quoi. Jokic, il fait 14 passes hier en 24 minutes, là, ou un truc comme ça, contre les Bulls. Bah, il est trop fort. Alors oui, on peut en discuter, il faudrait peut-être changer ça, le jouer, tac, là. Dans un bon soir, ces mecs-là, ils te collent des points dans la gueule. Et puis on n'en discute pas. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord. Bon, tu voulais qu'on parle un peu de Philly ? Ouais. Il n'y a pas James Harden Il y a qui pas est blessé James Harden, pendant qui un est mois, blessé. on rappelle. Alors on va pas la jouer. Est-ce que Philly est meilleur sans James Harden? Surtout pas. Surtout pas. Moi, ce que je vois, c'est que Joel Embiid, bah, on parlait d'orgueil pour Kylian Hayes. Je vois un mec qui, après avoir commencé un peu chafouin le début de saison, bon, bah là, il a dit, vas-y, je passe la deuxième parce que sinon, ça va être une longue saison. Mais Kevin, il nous l'expliquait avant dans la vidéo, c'est que dans une autre vidéo, c'est que le temps passe en NBA, le temps presse, et Joel Embiid, je pense qu'il va rentrer dans ces années où s'il n'arrive pas à accéder à une finale de conf et après une finale NBA pour jouer un titre, bah, il va commencer à s'agacer, à s'impatienter. Et là, quand tu vois que ce début de saison, finalement, ben, ça ne roule pas comme ça devait rouler, alors que finalement, au training camp, tout le monde était plutôt en forme, que les mecs étaient en place, qu'on avait gagné du temps, que Tyrese Maxey avait été installé par rapport à la saison dernière, et que tu avais un roster assez profond, très profond même. Tu te disais, ben voilà, on doit rentrer dans cette saison avec beaucoup plus de certitude que ce qu'ils ont là à l'heure actuelle. Donc oui, il a tapé du poing sur la table très bien. Il a colmaté des brèches. Maintenant, je pense qu'il y a un travail très profond, beaucoup plus profond sur le basket proposé par ces Sixers-là. Moi, je le dis, avec le basket proposé par Doc Rivers, est-ce que ce basket-là va permettre à cette équipe d'aller en finale? J'ai pas l'impression. Non, J'ai mais pas l'impression. Je pense que tu te projettes un peu, non avant de parler de finale et tout, il y a tellement bref, d'échéances, tu vois. Mais les chances, est-ce que cette équipe-là, en tout cas, va réussir sur cette saison régulière à mettre en place des choses pour aller en finale? Le problème, on peut le retourner de toutes les manières que tu veux. J'ai l'impression qu'en tout cas, qu'autour de Doc Rivers, j'arrive pas à trouver une patte qui va vraiment, qui va correspondre à ce duo Harden-Embiid avec ce troisième faux follet talentueux qu'est Tyrese Maxey, ces soldats plus que peuvent être Tobias Harris. J'ai l'impression que vu l'effectif et le basket proposé par Doc Rivers, je me dis, je sais pas, j'ai cette sensation-là, je sais pas ce qu'on dit dans les commentaires, mais j'ai cette sensation-là que le fit est pas assez bon. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Quel est ton regard sur Doc Rivers? On sait qu'il vit sur la hype du titre de 2008 jusque maintenant, mais que... Il y a 14 ans. Ah ouais, mais il est toujours en poste. Et il a toujours les bêtes d'équipe. Moi, c'est un constat. C'est qu'il vit sur la hype de cette époque. C'est comme si t'avais géré Pamela Anderson d'Alerte à Malibu et que tout le monde dit putain, il gère des bêtes de meuf et que ta meuf aujourd'hui, elle est dentée. Et ah non, sa meuf, elle n'est pas édentée, justement. Il est toujours avec une bête de meuf. C'est vrai. David Charvet. Il est toujours avec une bête de meuf, c'est ça. Après, lui, il a peut-être payé sa qualité, mais il est encore avec l'un des meilleurs rosters dans une des meilleures franchises de NBA. Donc, quel est ton regard sur Doc Rivers? C'est intéressant. Parler à certains coachs, il a toujours été en position pour faire ce qu'il voulait. Même quand il était aux Clippers, il avait beaucoup de joueurs, un budget, il pouvait. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses et il n'a jamais réussi à passer ce cap. C'est vrai depuis 2008 avec Paul Pierce sur ce qu'ils gagnent et qui font leur truc, mais je pense que c'est un bon coach. Après, je sais qu'il y en a qu'un qui gagne à la fin de la saison. Maintenant, c'est vrai que oui, j'arrive pas. Je pensais que c'était. Je pensais que c'était un excellent coach techniquement. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que l'une des forces à Doc Rivers, c'est sa capacité à rassembler les mecs, en fait, à
beaucoup des joueurs que j'ai rencontrés qui l'adoraient et qui parlaient de lui, en fait, c'est toujours la même chose. C'est vraiment un coach qui est dans l'humain, c'est sa capacité à rassembler les gens. Alors que j'ai jamais rencontré de personne qui m'a dit, bah, techniquement, c'est juste incroyable. Alors que quand tu vois Monsieur Popovic, donc, quand tu vois ça, tu te dis que c'est différent. Mais c'est vrai que lui, même Steve Kerr, quand il est arrivé, je trouve qu'il a apporté quelque chose d'autre, même s'il a su mettre tout le monde ensemble, il a su regrouper ce groupe. Mais Doc, bah, je sais pas, je vois pas forcément. Je suis pas surpris qu'ils n'avaient pas forcément. De toute façon, les Sixers, je suis pas forcément fan. Il y a que Joel que je trouve bien. James, je suis pas le plus grand fan de James Harden, donc je suis pas fan de. Tu as joué avec Paul Pierce, avec qui tu étais proche, avec qui tu as eu des discussions. Est-ce qu'il t'a parlé justement de Doc Rivers un peu au coaching? Bah, c'est lui justement qui me parlait que bah, ils étaient proches. Après leur relation, je sais pas si je peux vraiment parler parce qu'elle est différente encore une fois. Je pense qu'ils sont carrément devenus amis, tu vois. Donc ils s'appellent souvent. Donc c'est vraiment une relation. Ils ont fait quelque chose d'historique ensemble. Donc c'est une relation. Après, pour avoir été, c'est plus Paul le personnage, tu vois que. Après on n'a pas trop parlé de Doc. Moi, à chaque fois qu'ils m'en parlaient, bah, c'est par respect que en gros. C'est un coach qui l'a kiffé et je pense que le fait qu'ils ont gagné ensemble, bah, ça restera toujours comme ça, tu vois. Il y a un commentaire intéressant là, vite fait. Camille qui nous dit Doc Rivers donc sait motiver et tenir un vestiaire. Il en impose, est très écouté, même par les superstars, ce qui lui permet d'être super exigeant. Par contre, tactiquement, il est cata, il est lent à s'adapter, pas ouf en rotation, pas ouf en ajustement in-game. En fait, c'est un meneur d'hommes plus qu'un tacticien. C'est pas le même qui va changer les fondations d'une équipe et amener un style de jeu particulier. En revanche, dans une équipe déjà intelligente, c'est pas trop mal. C'est une très belle description. Clairement. C'est une belle description et ça me fait penser qu'à Boston, mine de rien, Paul Pierce, Garnett, Ray Allen, Tom Thibodeau, mon gars. assistant. Bah, mon gars, attends. Rajon Rondo en meneur. Bah ouais. T'avais des cerveaux sur le Bah terrain. ouais, bien sûr. T'avais des Tom cerveaux sur Thibodeau. le terrain. Sans dire que les Sixers sont bêtes, c'est pas ce que je veux dire, évidemment pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les Sixers doivent malgré tout être. Oui, faut être un meneur d'hommes pour gérer Harden et Embiid, mais il faut aussi, je pense, ces mecs-là, faut un peu les orienter. Faut un peu les orienter tactiquement. Et je trouve que là-dessus, je trouve que le chemin qui. C'est très pauvre, t'as raison. Ben, je trouve que le chemin qu'ils prennent, il est. On ne vit que sur le talent. Et moi, chope-moi tous les derniers champions. Viens, moi, la finale dernière me conforte, NBA me conforte. Ça a été un grand duel de coach aussi. Ça a été un grand duel de coach. Et je me dis que, est-ce qu'aujourd'hui, les Sixers, avec Doc Rivers, sont prêts à faire basculer une série avec un coach qui domine un autre? Ben, j'ai pas l'impression. On va accueillir un auditeur pour parler des Sixers. Un petit peu, c'est Odell, notre ami qu'on entend souvent le jeudi soir à 22h sur Brut. Salut Odell. Allô Odell, tu m'entends? Salut Odell, est-ce que tu t'es libéré de ton contrat avec les Rams pour venir parler avec nous? Ouais, fort. Ah, Fort, ouais, c'est bravo. la priorité à la first team. Félicitations avec le Lowood, hein. Vous avez un enfant, bravo. Hein. Ouais. Je voulais qu'on l'appelle Thomas, mais elle a pas voulu. Ah, bah voulu, t'aurais dû insister, poteau, putain. Bref, c'est pas grave. Parlons de Philly un petit peu. On parle de Doc Rivers, là. Comment tu vois les choses pour ces Sixers? Erwan disait, tôt dans la saison comme ça, finalement, il y croyait presque pas si ça bougeait pas. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'avais pas mal de doutes par rapport aux Sixers. Surtout le début de saison était assez compliqué. Très décevant le début de saison. Je pense que c'était peut-être la pire équipe avec les Lakers. Sur le rendu, même l'impression visuelle, ils étaient pas dedans. Après, c'est vrai que là, sur les 2-3 derniers matchs, on voyait quand même une grosse évolution. Et je me demande, c'est toujours la même chose. Est-ce que James Harden, c'est la bonne personne autour de Joel Embiid? C'est assez rapide parce qu'il est blessé. Mais il est difficile à... Tu vois, quand on a une superstar en NBA, c'est savoir comment l'entourer. Lui mettre les meilleures pièces autour, lui mettre le meilleur personnel. Et je me dis, est-ce que James Harden, c'est le gars qui peut tirer le maximum du potentiel de Joel? Et franchement, au bout de... Voilà, c'est peut-être assez rapide, mais là, je me dis que c'est pas le gars. C'est pas le gars. Et puis, quand tu vois le match qu'il est capable de te sortir là,
avec James Harden, je pense pas qu'il puisse faire ce type de match. Et pourtant, c'est ça que j'attends de James Harden, de Joel Embiid tous les soirs. C'est le voir dominer, le voir en fait régner sur le terrain. Et c'est pas possible avec James Harden qui va. C'est une bonne question que tu poses, mais qui, moi, cette question-là me renvoie aussi, c'est toujours pareil, sur le coach et le style. Je crois qu'aujourd'hui, James Harden, ils l'ont pris, comment s'appelle le GM Daryl Morey en rêvait, que James Harden, malgré tout, reste James Harden, que tu as On était tous super excités de le voir arriver quand même. Exactement, Attends. que tu as un axe 1-5. Pour moi, au basket, l'axe 1-5, quand tu as deux superstars comme ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Il n'est pas l'axe. Hein James Harden n'est pas un 1, je continue à le dire. Oui, bon, mais en tout cas, il joue tous les ballons. En tout cas, il a la balle dans. En tout cas, il a la balle. La balle est tout le temps dans ses mains. En tout cas, ça fait quand même 7 ans, 8 ans qu'il joue un. Il a été MVP en étant meneur. Maintenant, vraiment, je veux revenir sur. C'est une bonne question et peut-être certains diront qu'effectivement, quand je vois que finalement il y a le casting qu'on a construit autour d'Giannis Antetokounmpo, qui est pas un casting XXL, mais qui est un casting adapté, parfaitement pensé, Jrue Holiday, Middleton, à ce mec-là, et ça les a emmenés. On peut rajouter Brook Lopez et ça les a emmenés à un titre. C'est vrai que là, on a tenté un coup bling bling avec Harden aussi, et il y a un amour démesuré. Pour moi, Harden, c'est même pas la question que j'ai envie de me poser maintenant. C'est que je vois quand même une évolution chez les nouveaux coachs qui sont en train d'arriver. Hardy au Jazz, comme il s'appelle Jenkins à Memphis, aux Pelicans, Willie Green. Et je vois aussi des coachs qui sont là depuis 15-20 ans. Doc Rivers, Tom Thibodeau, comme par hasard, qui bossaient ensemble. Ces mecs-là, cette génération-là, à part Popovic, qui arrive encore à bien jouer au basket, parce que je pense qu'il a une ouverture moderne encore sur le basket qui évolue. Tous ces mecs-là, du début, fin 2000, début 2010, ces mecs-là qui ont eu un crédit incroyable, mais ces mecs-là sont en train de petit à petit s'enfermer dans des cases et ne représentent plus le basket moderne. Et aujourd'hui, je trouve que Philly a besoin d'un coach avec des idées un peu plus modernes. Je suis désolé, les Raptors, à un moment donné, ils ont dit à Dwayne Casey, bravo pour tout ce que tu as fait, tu vas être coach de l'année, mais ton basket, ta vision, c'est pas celle qui va nous faire être champion. On va prendre Nick Nurse qui, lui, moi, je crois beaucoup au bout d'un moment en ça. Il y a une nouvelle vague de coachs avec des idées, qui arrivent à mettre la main sur des équipes avec un jeu proposé. Je pense qu'on a rarement vu autant d'équipes NBA depuis ces dernières années jouer aussi bien au basket. Ok. Ouais, et j'en profite comme ça, comme Kevin est là, poser une petite question rapide. C'est savoir ce que, tu vois, Doc Rivers, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il est très limité. Mais après, c'est de la vie extérieure. Je suis pas dans le circuit NBA, mais vous, justement, en tant que joueur NBA, vous avez des coachs que peut-être que tu respectes un peu plus que les autres. C'est quoi les coachs qui sont mis en avance dans le circuit NBA et aussi ceux qui sont peut-être critiqués, sans rentrer vraiment dans les grosses critiques, mais ceux qui sont un peu limités, qu'on estime limités, ou ceux qui sont mis en avant, selon toi, c'est lesquels? C'est Kevin qui pose la question? C'est à toi, Kevin? Ouais, je sais pas s'il l'entend. Kevin, tu nous entends? La question, Kevin? Ouais, attends, là j'écoutais, mais donc il a dit quoi du coup? Il était sur TikTok en train de liker des gros tarpés, mon frère. C'est quoi ta question? Non, en fait, bon, Kevin, c'était pour savoir par rapport au coach NBA. Vas-y. C'est par rapport au coach NBA, savoir c'est au niveau des coachs comment on les voit. Ouais, c'est comment ils étaient vus, c'est-à-dire les meilleurs coachs selon toi, mais aussi ceux qui pouvaient être critiquables, on va dire, tous ceux qui étaient, on va dire le bas de peloton des coachs, parce que très clairement, comme l'a dit Erwan, aujourd'hui, moi, Doc Rivers, pour moi, il sort sur la période Celtics, en sachant qu'il avait quand même 4 joueurs énormes, mais enfin en termes de coaching, bon, il a fait des belles choses. Ok, j'ai entendu. En vérité, quand tu es dans la NBA, après pour être dans ma position, je vais parler à mon niveau, on n'est pas de ça à la même échelle. Moi, j'étais déjà content de pouvoir aller jouer dans une équipe. Après, c'est vrai que le coach, le facteur coach, c'est quelque chose que j'ai regardé vraiment à la fin. J'ai commencé à le regarder quand je voulais rentrer en Europe à Barcelone.
où là, j'ai eu, parce que avant d'arriver à Barcelone, l'année d'avant, j'ai failli aller au CSKA Moscou. Il y avait plusieurs trucs. J'avais parlé avec le coach de là-bas. Donc, c'est là que j'ai vraiment. C'était Itoudis déjà? Oui. Et donc, du coup, on avait discuté. Donc, j'ai vraiment commencé à me pencher sur ça après que je sois parti des Pacers. Puisque j'étais pas satisfait après les Pacers au niveau des coachs, mais après, non. Il y a certains coachs. Il y a certains coachs, ok, on les voit comme on sait qu'ils sont excellents, qu'ils sont bons. Et encore une fois, tout dépend de ce que le joueur cherche. Parce que tous les coachs, même si Greg Popovich ne peut pas coacher tout le monde. Même si, quoi qu'on dise, c'est comme ça, il peut pas coacher tout le monde. Il y a un environnement qui est mis en place. Les Spurs, si tu vas dans cette équipe, tu sais, comme on sait déjà le type de joueurs qui vont y aller. Il y a des joueurs qui n'iront jamais jouer pour les Spurs, ce qui ne peuvent pas coacher. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est en fonction de ce que tu veux, ce que tu cherches en tant que joueur. Il y a des joueurs qui aiment être proches de leur coach, il y en a qui aiment pas du tout ça. Et j'ai vraiment, mais quand tu es en NBA, déjà on n'a pas le contrôle sur ça, donc tu regardes pas, tu fais pas forcément attention. En tout cas, moi, j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Je pense que les superstars, elles font plus attention et évidemment, ça joue énormément, mais moi, ça n'a jamais été le cas. Et surtout, ça joue, mais pour moi, c'est des facteurs importants pour gagner des titres. Moi, Budenholzer qui arrive aux Bucks, boum, c'est une bascule qui fait gagner un titre. Alors, ça se fait pas en un an, mais ça se fait en plusieurs années. Mais il y a un projet et ça te fait gagner un titre. Phil Jackson, quand il arrive, c'est la bascule qui fait gagner Jordan, c'est la bascule qui fait gagner Shaq et Kobe. Moi, je vois des coachs aujourd'hui qui arrivent, qui n'ont pas des noms ronflants et qui amènent des choses. Willie Green, ce qu'il a fait avec les Pelicans, je le répéterai toujours, c'est un exemple. Il m'a régalé. Je vois plein de coachs à Utah, aux Wolves. Et je vois des mecs qui ont des idées, des nouveaux coachs, qui n'ont pas des grands noms. Et je vois des mecs qui sont là depuis 15 piges. Et sur leur blase, ils sont là. Et je me souviens que l'année dernière, encore jusqu'à l'année dernière, Alvin Gentry avait un boulot. Il y a toute cette génération de coachs-là qui, moi, m'emmerdent en NBA, qui fonctionnent, qui n'ont plus d'idées, qui sont au bout du rouleau, qui sont dans des postures. Thibodeau, Doc Rivers en sont les parfaites caricatures du moment. Et je trouve Spoelstra, l'anti. Voilà. Alors Spoelstra, oui, mais c'est le contre-exemple. Oui, c'est ça, voilà. vraiment contre-exemple. C'est le parfait contre-exemple Spoelstra, mais qui est quand même plus jeune que ces mecs-là, qui est quand même un peu plus jeune que ces mecs-là. Dans les mecs-là. franchises tellement bien gérées. Et puis ça, l'affiliation, elle compte. Qui est plus jeune, mais qui a un autre CV que ces mecs-là, mine de rien. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces mecs-là sont dans des postures et ils sont devenus des caricatures. Et aujourd'hui, je pense que les Sixers ont un effectif qui a été bien construit par un GM et qu'aujourd'hui, la vision de leur coach, elle est has-been, elle est démodée et c'est pas avec cette vision-là qu'ils gagneront. On va recentrer ce débat-là. Aujourd'hui, quand je vois la domination d'Embiid, que je vois Harden, avant qu'il se blesse, que son début de saison, la profondeur qu'ils ont dans cet effectif, si avec cet effectif-là, d'ici 2 ans, ils font pas à minima une finale de conf, ça sera criminel. Voilà. Vous pouvez imaginer qu'il sera plus là, du coup, Doc Rivers, au moment de. Mais moi, j'espère qu'il ne finira pas la saison régulière. Parce que je te le dis maintenant, avec Doc Rivers, tu n'iras pas, même pas en finale de conférence. On est plutôt d'accord. Bon, très bien. Écoute, Joel Embiid en opération démolition. Son prochain match est samedi, c'est loin. C'est samedi et ce sera contre les Bucks de Giannis. On peut imaginer un duel de titans entre ces deux hommes. Merci Odell de nous avoir appelés. Ça marche, les gars. Gros SO à vous. Gros big up à vous, les gars. Salut Odell. Merci. À jeudi, gros. Merci les amis, c'était cool de parler de Joel Embiid. Alors je vous vois, depuis tout à l'heure, je reçois des messages sur Twitter et tout. Mais Joel Embiid n'est pas français. On sait que c'est une blague. Il a juste un passeport. On le sait, les gars. Que pour l'instant, il n'a pas porté le maillot bleu. Vous inquiétez pas. On n'a pas d'infos. C'est juste que c'était une soirée spéciale Frenchie. Qu'à preuve du contraire, Joel Embiid est naturalisé. Français. C'est juste qu'il n'a pas encore sa licence FIBA pour être sélectionné. Tout à fait. Pas pareil, mais il a un passeport français. Hein. Il a un passeport français. Il est naturalisé français. Il l'a eu en juillet dernier. Tout à fait. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il jouerait avec l'équipe de France. On verra. Bon, très bien. Voilà pour Joel Embiid. Voilà pour les Sixers. On aura le temps d'en reparler, bien sûr, aller plus profond sur ce dont on vient de parler, sur Doc Rivers, sur le style de jeu et surtout sur nos attentes autour de Philly. Hein. Le but, c'est d'aller en finale NBA, comme le disait Erwan.